En l'espace de 4 petites minutes, tout a basculé. Ce court laps de temps a suffi pour déclencher le bouleversement financier transatlantique le plus violent depuis 2 décennies. À peine Donald Trump avait-il achevé sa mise en scène humiliante visant la France après la sanction infligée par Fitch, qu'il lançait à Sébastien Lecornu son éternel sourire moqueur convaincu d'avoir réduit en miettes la crédibilité économique de Paris. Mais soudain, le chef du gouvernement français s'est redressé et a prononcé une phrase qui a glacé Wall Street et déclenché presque instantanément un effondrement des marchés. Ce n'était plus un banal duel verbal entre dirigeants, c'était l'instant précis où la France levait le voile sur les manipulations comptables les plus explosives jamais attribuées aux États-Unis dans cette fiction. Pour saisir l'immense choc de cette journée, il faut remonter le fil du temps. 3 semaines plus tôt, derrière les portes closes des couloirs feutrés de Bercy-Sébastien Lecornu, tombait sur une révélation explosive l'ampleur réelle de la dette américaine, un secret capable de faire sauter toute l'architecture financière de la planète. Le 20 septembre 2025, à 14h30, précise l'automne parisien, baignait le bureau du Premier ministre d'une lumière douce. À l'extérieur, le pays restait englué dans les grèves, provoquées par les annonces budgétaires, mais à l'intérieur, Lecornu, isolé du tumulte, examinait des dossiers ultra sensibles que Bruno Le Maire venait de lui transmettre. Ces documents allaient ne pas renverser tout ce qu'il croyait savoir sur la finance internationale et lui offrir les moyens de renvoyer l'arrogance américaine à ses contradictions. « Monsieur le Premier ministre », lança le ministre de l'Économie la voix lourde comme un verdict. « Ce que vous vous apprêtez à découvrir dépasse tout ce que nous avions imaginé. Nos équipes ont réussi à contourner les écrans de fumée des États-Unis et à obtenir les chiffres authentiques de leur endettement. Les données publiées par Washington ne révèlent qu'un mince éclat de la vérité. En réalité, leur dette véritable est 3 fois plus élevée que ce qu'ils affichent officiellement. » Lecornu releva brusquement la tête abasourdi. « Vous êtes en train d'insinuer que... » « Exactement, monsieur le Premier ministre. Les États-Unis dissimulent un gouffre financier dépassant les 200% de leur PIB réel. Une supercherie comptable d'une ampleur jamais vue dans toute l'histoire économique. Les dossiers parlaient d'eux-mêmes une mosaïque d'engagements occultés de dettes dissimulées hors des bilans officiels et de manipulations comptables si méthodiques qu'elles frôlaient l'ingénierie clandestine. Alors que Trump tournait en ridicule les 110% de dettes françaises, son propre pays masquait un gouffre financier dépassant les 50 000 milliards de dollars, soit plus du double de son PIB réel. Une hypocrisie gigantesque, une supercherie à l'échelle de la planète. Et cette révélation n'était nullement un heureux hasard. Depuis de longs mois, les analystes tricolores fouillaient discrètement les chiffres américains. Ils avaient recensé des anomalies flagrantes dans les données officielles des montants, disparaissant puis réapparaissant des incohérences béantes dans les comptes fédéraux des obligations budgétaires qui se volatilisaient comme par magie. À son arrivée à Matignon, Pierre Moscovici, l'ex-commissaire européen, avait d'ailleurs mis en garde Lecornu. Sébastien, cela fait des décennies que les États-Unis trafiquent leurs statistiques. Nous avons les preuves depuis longtemps, mais personne n'a jamais osé les brandir. Cette nuit-là, impossible pour Lecornu de fermer l'œil. Il tournait en rond dans son bureau comme un lion enfermé hanté par la bombe qu'il venait de mettre au jour. Dans le calme glacé de Matignon seul, le battement régulier d'une horloge Louis XV accompagnait ses pensées. Dans sa tête défilaient les scènes humiliantes de l'histoire récente Merkel-Morigéné pendant la crise grecque, Salvini brocardé pour la dette italienne, Pedro Sanchez, rappelé à l'ordre sur ses déficits, et cette France constamment rabaissée par des agences de notation dépendantes de Wall Street, les dégradations de 2012, 2016, 2023, et la sentence de Fitch encore toute fraîche. Toujours les mêmes sermons, les mêmes admonestations, les mêmes menaces brandies comme des verdicts sacrés, mais ce qui le troublait le plus, c'était l'absurdité d'un pays se posant en modèle de discipline budgétaire, tout en orchestrant dans cette fiction la plus vaste mascarade comptable jamais imaginée. Et cette nuit-là, Lecornu comprit que ses pires craintes étaient en réalité en dessous de la vérité. Les dossiers révélaient un mécanisme de dissimulation d'une ampleur vertigineuse.
Dans les dossiers, une cartographie hallucinante se dessinait. Les États fédérés planquaient près de 8 000 milliards dans des entités financières introuvables, comme si leurs dettes avaient mystérieusement glissé sous un tapis comptable. Le Pentagone lui étalait sur 2 décennies plus de 12 000 milliards d'engagements militaires soigneusement cachés dans l'ombre. La sécurité sociale américaine, quant à elle, enfouissait 14 000 milliards de passifs actuariels jamais comptabilisés. Les banques centrales régionales avaient relégué 5 000 milliards de créances douteuses dans des tiroirs verrouillés. Et Wall Street, maître incontesté de l'opacité, dissimulait 18 000 milliards de produits dérivés toxiques dans les paradis fiscaux. Mis bout à bout, le chiffre donnait le vertige 67 000 milliards de dollars, l'équivalent de 247% du PIB américain réel, 3 fois plus que ce que les bilans officiels osaient admettre. Le 25 septembre, Lecornu décida de réunir son cercle de confiance. Dans le salon Napoléon protégé des regards et des micros indiscrets, prirent place Bruno Le Maire, François Villeroy de Gallo, Jean Arthuis et Patricia Miralles. L'atmosphère y était électrisée, presque lourde, chacun avait conscience que ce qu'il s'apprêtait à discuter n'était pas une simple anomalie comptable, mais potentiellement la plus grande bombe financière jamais mise au jour dans cette fiction. Mes chers collègues, lança Lecornu avec une assurance glaciale, nos investigations ont mis au jour ce que personne n'osait formuler. Les États-Unis truquent leurs comptes depuis des générations. Plus de 30 000 milliards d'obligations dissimulées. Cette comédie comptable s'arrête aujourd'hui. Villeroy de Gallo, le visage tendu, prit la parole d'un ton inquiet. « Sébastien, réalises-tu l'onde de choc? Si nous divulguons ça, c'est l'économie mondiale qui décroche. Le dollar plonge, les marchés vacillent, les banques centrales s'asphyxient. C'est l'édifice entier de Bretton Woods qui implose. » Mais Lecornu l'interrompit d'un geste sec, presque autoritaire. « François, cet effondrement est déjà en marche. Voyez l'inflation qui s'emballe, la bulle, qui enfle la dette qui déborde. Nous devons choisir subir la chute ou décider quand elle commence. » Avec ses 30 ans passés à disséquer des budgets, Jean Arthuis pâlissait à vue d'œil. « Sébastien réfléchit, lança-t-il presque tremblant. Si nous remettons en cause la solidité des États-Unis, ils pourraient nous écraser sans même cligner des yeux. Le dollar est entre leurs mains, Swift aussi, et ils dominent tous les marchés stratégiques. » Lecornu planta alors son regard dans le sien, un regard si glacé qu'il fit taire toute la pièce. « Jean, ils n'attendent pas notre réaction pour nous affaiblir. Tout est déjà en train de se fissurer, notre note déclassée. Les taux qui s'envolent, nos usines qui disparaissent, notre crédibilité laminée. La destruction est déjà en marche. La seule différence, c'est que pour la première fois, nous avons de quoi riposter. » Patricia Miralles, jusqu'ici silencieuse, intervint d'une voix posée mais tranchante. « Monsieur le Premier ministre, nos équipes ont retracé l'intégralité des procédés de camouflage. Chaque milliard dissimulé peut être démontré. Mais sachez-le, divulguer tout cela, c'est déclencher une guerre économique ouverte contre les États-Unis. » Patricia, répondit Lecornu avec un calme glacial, « cette guerre économique, les États-Unis l'ont déclenchée bien avant nous. Trump nous ridiculise en public, les agences de notation nous tirent systématiquement vers le bas, Wall Street joue contre notre économie comme au casino, nous ne faisons qu'ôter le voile. Et une fois la lumière allumée, on verra que l'Empire américain n'a plus aucun vêtement pour masquer ses mensonges. » Les jours qui suivirent furent d'une intensité folle. Lecornu exigea que chaque pièce, chaque tableau, chaque preuve des manipulations américaines soit assemblée sans la moindre erreur. Dans l'ombre, l'équipe tournait sans relâche jour et nuit. François Bayrou orchestrava l'examen des données. Agnès Pannier-Runacher disséquait les conséquences sur l'industrie, tandis que Gérald Darmanin recalculait ligne après ligne les répercussions sur les comptes publics. Matignon fonctionnait comme un bunker analytique hermétique au monde extérieur. Ce qu'ils mirent au jour dépassait toute logique des dettes des États fédérés dissimulées dans des véhicules financiers opaques des programmes militaires entiers, enterrés dans des budgets clandestins des passifs sociaux, escamotés grâce à des artifices réglementaires, et au sommet de tout cela, des bulles spéculatives maquillées en croissance officielle grâce à des pirouettes statistiques.
Une architecture de tromperie d'une ampleur presque irréelle dans cette fiction. Les services de renseignement français avaient accompli un exploit digne d'un thriller. Ils avaient réussi à se faufiler dans les arcanes comptables du Trésor américain, pénétrer les serveurs internes de la Fed et capter les échanges confidentiels reliant Wall Street à Washington. Chaque élément était archivé, vérifié, impossible à contester. Un dossier explosif, prêt à être dégainé. Le 5 octobre, le premier acte de la confrontation eut lieu. Pendant une visioconférence du G7, Trump lança une remarque cinglante sur les déséquilibres budgétaires français. Louis Cornu resta silencieux, affichant un sourire mystérieux qui en disait long. Ses conseillers, eux, comprirent immédiatement ce mutisme n'était pas une faiblesse, mais la promesse d'une riposte soigneusement préparée. 3 jours plus tard, le 8 octobre, Christine Lagarde appela directement le Premier ministre. « Sébastien, des bruits étranges circulent. Vous n'allez tout de même pas... » Elle n'eut pas le temps de finir. Louis Cornu répondit avec un calme désarmant. « Rassurez-vous, Christine, nous allons simplement remettre de l'ordre dans les chiffres. Après tout, garantir la transparence des comptes. N'est-ce pas exactement la mission d'une banque centrale ?» Le 10 octobre, l'étincelle tant redoutée jaillit. Trump lâcha sur Twitter un message d'un mépris cinglant, se moquant ouvertement de la nouvelle dégradation française. « La France est un pays en faillite. » Fitch l'a encore confirmé. Économie en lambeaux, il ferait mieux d'imiter notre réussite plutôt que de descendre dans la rue. Pathétique. Le tout saupoudré d'émojis moqueurs, évidemment. En à peine 2 heures, le tweet dépassa les 50 millions de vues. Une humiliation mondiale, un crachat numérique visant la France entière, son gouvernement, et jusqu'à son peuple. La réaction fut immédiate et brutale, les marchés hexagonaux se sont effondrés, l'euro a décroché et les taux français se sont envolés comme une fusée incontrôlée. Pour Louis Cornu, cette provocation fut celle de trop. Il avait encaissé les moqueries, toléré les piques, avalé les critiques. Mais cette fois, Trump avait franchi la ligne rouge. Et dans ce silence tendu, la colère froide du Premier ministre venait d'exploser. Dans l'heure qui suivit l'explosion du tweet, Matignon passa en mode alerte maximale. À 16 heures précises, une conférence de presse d'urgence absolue fut annoncée. Mesdames et messieurs les journalistes, le Premier ministre fera une déclaration capitale concernant l'économie mondiale. Rendez-vous à 16 heures dans la salle des fêtes, proclama le service de presse. En quelques minutes, les plus grands médias du globe convergèrent vers Paris. Reuters, AP, AFP, Bloomberg, le Financial Times, le Wall Street Journal. Tout le monde pensait assister à une contre-attaque diplomatique timide, une justification maladroite de la France après les moqueries de Trump. Personne n'imaginait qu'ils allaient en réalité assister au début de la chute du mythe économique américain dans cette fiction. À 15h30, juste avant l'heure fatidique, Louis Cornu effectua un ultime briefing. « Alors, on est prêt ?» demanda-t-il. « Tout est en ordre, monsieur le Premier ministre. Les dossiers sont triés, les preuves recoupées, les versions traduites. Nos ambassades et nos partenaires européens sont déjà informés, » répondit son équipe. Le silence qui suivit avait le poids d'une tempête en approche. À 16 heures pile, Louis Cornu fit son entrée dans la salle des fêtes de Matignon, transformée pour l'occasion en véritable scène mondiale. Devant les caméras braquées sur lui, il avançait lentement vêtu d'un costume anthracite, d'une cravate bleue tranchante et tenant sous le bras une liasse de documents épaissis comme un dossier judiciaire. Son expression fermée, déterminée, presque tranchante, contrastait violemment avec l'image de dirigeant fragilisé que Trump tentait de diffuser depuis le matin. Ce n'était plus l'homme qu'on croyait acculé, mais celui qui s'apprêtait à renverser la table. « Mesdames, messieurs les journalistes », lança-t-il d'un ton calme mais sans appel, « depuis l'aube, Donald Trump ironise sur nos difficultés économiques. Il nous sermonne sur Twitter, nous explique comment gérer notre budget et nous invite à reproduire le modèle américain. Il marqua une pause volontaire, laissant la tension s'installer comme une chape de plomb. Je vais donc lui répondre non pas par des slogans, mais par des faits vérifiés, sourcés, incontestables. Puis, dans un geste lent et calculé, il ouvrit le premier dossier, déclenchant un silence total dans la salle. D'après les chiffres officiels américains, leur dette s'élève à 33 000 milliards de dollars, annonça Louis Cornu, la voix parfaitement stable.
Mais si l'on réintègre les engagements dissimulés que nos équipes ont mis au jour, on atteint 67 000 milliards. La phrase explosa dans la salle comme une détonation. Les journalistes abasourdis se tournèrent les uns vers les autres, cherchant confirmation dans les regards. Cela représente 247% du PIB réel des États-Unis, poursuivit-il implacable. La France, elle est à 110%. Alors dites-moi, monsieur Trump, qui devrait vraiment arrêter de donner des leçons. La réaction mondiale fut instantanée, presque mécanique. À Londres, la rédaction du Financial Times bascula en mode urgence, rappelant ses analystes vedettes. À New York, Bloomberg déclencha son protocole crise envoyant des alertes internes en rafale. À Francfort, les serveurs de Reuters tournaient déjà à plein régime pour recalculer les scénarios économiques. Et pourtant, le cornu n'en était qu'au tout début de sa démonstration. La salle n'avait encore rien vu. Laissez-moi vous décortiquer ces 67 000 milliards de dollars de magie comptable made in USA. Lança-t-il en ouvrant un second dossier encore plus volumineux. D'abord, les dettes camouflées des États fédérés soigneusement planqués dans des entités hors bilan, 8 000 milliards au total. Rien que le Texas en dissimule 800, la Californie, 1200 et New York près de 900. Il marqua une brève pause, laissant la salle absorber le choc. Et ces mêmes États qui se présentent en champions de la vertu budgétaire, ce sont eux qui manipulent les chiffres comme des illusionnistes professionnels. La nouvelle frappa l'audience comme une onde sismique. Les journalistes américains se ruèrent sur leurs carnets, griffonnant frénétiquement. Leurs mines livides disaient tout. Le cornu ne racontait pas une histoire. Il avait des chiffres, des sources, du solide. Passons maintenant aux engagements militaires du Pentagone, enchaîna Le Cornu sans la moindre hésitation. 12 000 milliards de dollars étalés sur 20 ans et entièrement hors des comptes officiels. Contrats d'armement occultés, bases secrètes, opérations clandestines, mercenaires privés. Tout ce que le Congrès ne voit jamais passer dans les budgets votés. Nous avons tout document, contrat, facture, rien ne manque. Un journaliste du Washington Post tenta de prendre la parole levant timidement la main. Le Cornu ne daigna même pas tourner la tête. Il n'était pas venu pour dialoguer, il était venu pour dévoiler l'intégralité du mensonge. 14 000 milliards de dollars de passifs sociaux enterrés par la sécurité sociale américaine, annonça-t-il en dépliant un dossier si volumineux qu'il semblait prêt à exploser. Des retraites promises mais jamais provisionnées. Des soins médicaux garantis, mais financés par personne. Des prestations validées, mais absentes des budgets. Il releva la tête implacable. Et pendant que Trump se moque de notre système de pension, son propre pays traîne un gouffre social de 14 000 milliards. Les caméras suivaient chaque mouvement, chaque nuance de sa voix. Le Cornu demeurait d'un calme glacial, presque chirurgical. On aurait dit un procureur dévoilant pièce après pièce l'acte d'accusation. Et ce n'est pas tout, enchaîna-t-il sans ralentir. Les banques centrales régionales américaines cachent 5 000 milliards de créances pourries. New York en dissimule 1800, Chicago 9 cents, San Francisco 1200. Il secoua légèrement les dossiers. Depuis 2008, au lieu d'assainir les bilans, ils ont tout balayé sous le tapis. Et ce sont eux qui prétendent qu'à nous expliquer la régulation bancaire. Cette fois, plusieurs journalistes financiers blêmirent. Le nom de la Fed associé à des créances toxiques provoqua la première onde de choc réelle dans la salle. Certains écarquillèrent les yeux. Si ce qu'ils disaient était avéré, on tenait là un scandale d'une ampleur comparable aux grandes catastrophes financières de l'histoire. Mais Le Cornu n'avait pas encore abattu sa carte la plus explosive. Et pour couronner l'ensemble, voici le monstre final, 18 000 milliards de dollars de produits dérivés toxiques planqués par Wall Street dans des paradis fiscaux. Lança-t-il en levant un dossier si lourd qu'il aurait pu servir d'arme. Goldman Sachs a enterré 3 000 milliards aux îles Caïmans. JP Morgan en a glissé 2 000 dans les coffres du Delaware. Et Bank of America a expédié 2 000 milliards supplémentaires au Luxembourg. Tout ce qui avait déjà failli pulvériser l'économie mondiale en 2008 n'avait jamais disparu. Tout était encore là, simplement mieux caché. 67 000 milliards de dettes occultes, 247%,
du PIB américain dans cette fiction. Et pourtant, Trump trouvait encore le moyen de se moquer de nos 110%. L'ironie pulvérisait tous les plafonds. Les secondes qui suivirent cette annonce furent cataclysmiques. À New York, dès l'ouverture des marchés, Wall Street se transforma en zone sismique. Le Dow Jones s'effondra de 400 points d'emblée et continuait de plonger. Le Nasdaq décrocha de 3%. Le dollar, lui, se désintégrait face à toutes les grandes devises, comme une tour de sable sous un raz-de-marée. En direct sous les yeux de la planète entière, Wall Street assista à l'impensable pour la première fois. Quelqu'un osait dévoiler à voix haute les zones d'ombre de l'économie américaine. Et ce qu'il révélait avait de quoi glacer le sang. Mais l'écornu n'était qu'à mi-chemin. Sans un mot, il sortit un autre dossier encore plus massif que les précédents, comme si chaque épaisseur ajoutée représentait un mensonge supplémentaire arraché à l'ombre. Vous voulez comprendre, n'est-ce pas pourquoi les États-Unis n'ont jamais été sanctionnés par les agences de notation, malgré leurs 67 000 milliards de dettes cachées, lança-t-il la voix désormais tranchante comme une lame. Parce que Standard & Poor's, Moody's et Fitch servent des intérêts parfaitement alignés avec Washington. Ces agences-là prétendument neutres manipulent les notations pour protéger l'Amérique et dégrader ses rivaux européens. La salle retint son souffle. L'accusation était directe, frontale, explosive. Il déplia le dossier et se mit à énumérer d'une voix froide les chiffres qui allaient dynamiter la salle. Standard & Poor's, 56% de ses revenus viennent directement des États-Unis et 73% de ses actionnaires sont américains. 8 dirigeants sur 12 sont d'anciens cadres du Trésor. Moody's 60 et 1% de revenus américains, 79% d'actionnaires US et 9 des 13 dirigeants ont fait leurs armes à Wall Street. Quant à Fitch, 52% de revenus basés aux États-Unis, 68% d'actionnaires américains et 7 membres sur 11 de la direction viennent des banques new-yorkaises. À chaque pourcentage, on aurait dit qu'il plantait un clou supplémentaire dans le cercueil du mythe de neutralité. Ces données chirurgicalement précises, ces ratios détaillés, ces parcours professionnels, tout confirmait que Lecornu ne lançait pas des accusations au hasard. Il avait fouillé, recoupé, vérifié. C'était une véritable mise en examen du système financier international formulée en pleine lumière devant le monde entier. Ces agences ne sont pas des arbitres neutres, reprit-il la voix désormais aussi tranchante qu'une sentence. Elles fonctionnent comme des outils de la stratégie économique américaine. Elles sanctionnent l'Europe chaque fois que Washington veut la mettre au pas et préservent l'Amérique dès qu'elle vacille. Regardez leurs décisions depuis 2020, 17 baisses de notation pour des pays européens et pour les États-Unis, pas une seule, 0. La salle resta pétrifiée, la démonstration était implacable. Même avec un endettement réel fictif atteignant 247% du PIB, ce n'est pas ce chiffre qui déclencha la panique, mais la révélation du trucage des agences de notation. En une fraction de seconde, les marchés comprirent que le thermomètre mondial de la finance avait été faussé depuis des décennies. Alors que les titres français s'envolaient soudainement, les obligations américaines, elles dégringolaient comme des pierres lâchées dans le vide. En un quart d'heure, la planète économique bascula littéralement. En appliquant leurs propres critères, ceux qu'ils imposent à l'Europe, la véritable note des États-Unis serait un simple CCC, affirma Lecornu, la voix de plus en plus assurée. Et la France recalculée, honnêtement, elle resterait tranquillement à AA+. La salle médusée ne voyait plus un Premier ministre sous pression, mais un procureur dévoilant une fraude systémique. Voilà des décennies que l'Amérique entretient l'illusion de sa solidité financière alors qu'elle navigue dans une faillite déguisée, ajouta-t-il. À New York, c'était la débâcle, les traders liquidaient, à toute vitesse, tout actif estampillé USA, réorientant leur position vers l'Europe. Les hedge funds cherchaient désespérément à se protéger contre la chute du dollar, et même les banques centrales commençaient à se débarrasser de leurs bons du Trésor américain. Le vent venait de tourner et violemment. En à peine une demi-heure, les marchés américains avaient déjà évaporé 2000 milliards de dollars de capitalisation. Pendant ce temps, à Washington, dans la Situation Room de la Maison-Blanche, Trump et son équipe économique fixaient l'écran où les courbes plongeaient sans fin.
Le président, le visage blême, crispait les poings devant les chiffres qui dégringolaient. Autour de lui, Steven Mnuchin, Larry Kudlow et Janet Yellen restaient pétrifiés, incapables d'articuler le moindre mot. Jamais dans toute l'histoire économique contemporaine, quelqu'un n'avait osé exposer publiquement les mécanismes comptables américains avec une telle exactitude. Pour Washington, le cornu venait de franchir la ligne rouge. Il avait mis sur la table l'ensemble des éléments, des preuves, des chiffres sans filtre, sans détour. Une vérité totale, implacable et impossible à balayer. Monsieur Trump, déclara alors l'écornu tout en fixant la caméra principale comme s'il parlait directement au président américain. La prochaine fois que vous tenterez d'humilier la France sur Twitter, souvenez-vous d'une chose, nous connaissons l'intégralité de vos secrets comptables. Nos 110% de dettes sont transparents, publiés, vérifiables. Vos 247%, eux, sont dissimulés, maquillés, manipulés. La phrase tomba comme un verdict. « Alors dites-moi » lança le cornu en fixant l'objectif comme s'il parlait à la planète entière, qui joue vraiment les banqueroutiers. La France qui affiche ses comptes au grand jour ou l'Amérique engluée dans ses mensonges comptables? Cette phrase glaciale comme une lame traversa les écrans du monde entier, et avec elle ce qui restait de la crédibilité économique américaine s'effondra comme un château de cartes détrempées. Le dollar touchait des abysses jamais atteints face à l'euro. Les taux américains grimpaient en flèche, tandis que ceux de la France s'écroulaient comme si la gravité elle-même avait changé de camp. Le renversement était fulgurant, violent, irréversible. Mais le cornu n'avait pas dit son dernier mot, le coup final le plus destructeur était encore à venir. « Ah, et puisque M. Trump adore distribuer des leçons économiques sur Twitter, permettez-moi de lui retourner la faveur. » lança-t-il un sourire froid accroché au visage. « Avant de vous moquer d'un pays qui manifeste pour sauver ses services publics, demandez-vous pourquoi les États-Unis ne peuvent même plus soigner leur population, instruire leurs enfants ou réparer leurs routes. Avec 67 000 milliards de dettes cachées, nous assumons nos difficultés. Vous voulez camoufler ?» La salle resta suspendue à ces mots. Ce conseil, lancé avec une ironie coupante comme une lame fraîchement aiguisée, fut le véritable coup fatal. À la clôture des marchés, Wall Street affichait une hémorragie de 18%, une chute d'une ampleur qu'on n'avait pas revue depuis le cataclysme de 1929. Le dollar s'effondrait littéralement tandis que les taux d'intérêt américains doublaient en moins de 24 heures. Les États-Unis découvraient soudain et de la manière la plus brutale qui soit ce que coûte une vérité qu'on a passé des décennies à éviter. Puis survint l'inimaginable, un renversement mondial que personne n'avait anticipé. À peine quelques heures après la conférence de presse de l'écornu, les géants de la finance internationale réorganisaient déjà leur stratégie. Warren Buffett liquidait discrètement ses actions bancaires américaines. George Soros vidait ses portefeuilles d'obligations du Trésor. Ray Dalio lui déplaçait ses capitaux vers l'Europe comme on fuit un navire qui prend l'eau. La planète financière entière changeait de camp. Moins d'une journée après la bombe lâchée par la France, c'était la panique diplomatique mondiale. Les plus grands fonds souverains de la planète, comme un seul homme, exigèrent des comptes de Washington. La Banque populaire de Chine fit convoquer l'ambassadeur américain sur le champ. La Banque du Japon gela net tous ses achats de bons du Trésor. Le fonds souverain norvégien annonça qu'il réexaminait intégralement chaque dollar qu'il détenait aux États-Unis. Quant à l'Arabie saoudite, elle brandit une menace claire liquider ses 400 milliards d'actifs américains. Le message était brutal, le monde voulait des explications immédiatement. Tous réclamaient la même chose, la vérité complète sur les comptes américains et une transparence totale sur les 67 000 milliards révélés par la France dans ce récit fictif. Et à l'aube du 11 octobre, Trump tenta une riposte enflammée. À 6 heures du matin, il déversa une salve de tweets furieux. « Le cornu raconte n'importe quoi. C'est du fake news pur. Nos comptes sont parfaits, les meilleurs de la planète. La France est jalouse de notre réussite gigantesque. Premier ministre pathétique d'un pays en déclin. L'Europe s'écroule pas, les États-Unis. Un mensonge français de plus. Une tempête numérique aussi bruyante que désespérée. Mais le plus incroyable, c'est que plus Trump tweetait, plus personne ne le prenait au sérieux. Chaque message rageur déclenchait une nouvelle vague de ventes
sur les marchés américains. Les investisseurs y voyaient non pas une défense, mais un aveu déguisé. Plus il s'agitait, plus il semblait confirmer que l'écornu avait frappé en plein cœur. Ces dénégations ressemblaient désormais à des preuves supplémentaires. À 10 heures précises, acculé par la panique financière, Trump dut annoncer en urgence une conférence de presse censée rétablir la vérité. Mais une fois devant les caméras, il s'enlisa aussitôt. « Nos comptes sont impeccables. Les meilleurs, tout le monde le sait, » répétait-il comme un disque rayé. 33 000 milliards, c'est rien pour les États-Unis. Nous sommes immensément riches, plus prospères que n'importe qui. Ces mots sonnaient, creux déconnectés de la tempête extérieure. Puis un journaliste de CNN leva la main et lança sans détour « Monsieur le Président, pouvez-vous confirmer ou infirmer les 67 000 milliards évoqués par le Premier ministre français ?» La question tomba comme un coup près. Trump explosa littéralement devant les caméras. « Fake news, l'écornu raconte n'importe quoi, il est juste jaloux. L'économie française s'écroule pas la nôtre. » Mais malgré ses cris, il ne fournissait ni chiffres, ni documents, ni arguments techniques. Face à la démonstration clinique et méthodique de l'écornu, il semblait brouillon improvisé presque amateur. Cette conférence de presse improvisée ne fit qu'enfoncer un peu plus la Maison-Blanche dans la tourmente. Et pendant qu'il s'emportait, les marchés continuaient de s'abîmer. Le dollar perdait encore 3% en quelques minutes. Les taux américains grimpaient à des niveaux incontrôlables. L'économie américaine entrait dans une spirale descendante dont personne ne voyait le fond. Le 12 octobre, 2 jours après la révélation française fictive, l'inconcevable se produisit. Standard & Poor's elle-même, l'agence américaine par excellence, annonça l'ouverture d'un réexamen complet de la note souveraine des États-Unis, évoquant de nouvelles données sur la dette fédérale et l'ampleur colossale des engagements hors bilan. C'était inédit, jamais dans son histoire, l'agence n'avait publiquement remis en cause sa propre indulgence envers Washington. Un séisme institutionnel. L'annonce fit l'effet d'un véritable raz-de-marée sur la planète finance. Si même une agence américaine habituellement alignée sur les intérêts de Washington, dans ce récit fictif, admettait qu'un problème massif se cachait derrière la dette américaine, alors la situation ne relevait plus de la crise, mais du désastre. Les derniers investisseurs encore hésitants désertèrent brutalement le dollar comme s'il était devenu radioactif. La livre, l'euro, le yuan, le yen, toutes les grandes monnaies s'envolèrent face aux billets verts désormais en chute libre. En France, c'était l'exact opposé, un retournement spectaculaire et totalement inattendu. Les révélations fictives de l'écornu venaient de propulser la crédibilité française sur la scène mondiale. Fitch, qui avait récemment dégradé la note du pays, annonça soudain qu'elle reconsidérait sa décision, saluant même la transparence exemplaire des comptes français comparée aux manipulations dévoilées ailleurs. Du côté de Moody's, on laissait entendre qu'un relèvement de la note française n'était pas exclu, évoquant le leadership moral montré par Paris dans ce récit imaginaire en matière d'honnêteté comptable. En l'espace d'une seule semaine, la France était passée du statut d'élève sanctionné en finances publiques à celui de modèle international en transparence budgétaire. Un renversement proprement stupéfiant. Du jour au lendemain, les mouvements sociaux français se figèrent comme frappés par la foudre. Syndicats, manifestants, opposants, tous comprirent soudain que leur premier ministre venait, dans ce récit fictif, de retourner la situation nationale en pulvérisant l'arrogance américaine. Philippe Martinez, figure de la CGT, annonça même d'un ton grave « Nous mettons nos mobilisations en pause. Le cornu vient de rendre sa fierté au pays. » Et chose rare, la France entière, de l'extrême gauche à la droite, la plus dure, se retrouva miraculeusement unie derrière son chef de gouvernement. Les sondages explosèrent comme un feu d'artifice, 89% d'opinion positive, un record absolu depuis la naissance de la République du jamais vu dans l'histoire politique moderne. Le 15 octobre, 5 jours après ces révélations qui avaient secoué la planète Trump, dut subir l'humiliation ultime. Acculé par les marchés, pressé par le Congrès, surveillé par la Fed et cerné par ses propres alliés internationaux, il fut forcé de publier un addendum budgétaire exceptionnel. Un document reconnaissant pour la première fois 15 000 milliards de dollars de dette, jusqu'alors oubliés dans les comptes fédéraux.
Une capitulation comptable historique, cette admission partielle fut un véritable suicide stratégique. En reconnaissant ces 15 000 milliards oubliés, Trump venait de valider sans le vouloir tout ce que l'écornu dénonçait depuis le début. Car si une telle somme avait pu disparaître des radars, alors qu'est-ce qui empêchait les autres 52 000 milliards d'être eux aussi planqués dans l'ombre? Cette petite concession censée calmer la tempête ne fit qu'alimenter encore davantage le feu. L'écornu flairant l'ouverture en profita immédiatement. Le soir même, devant les caméras alignées dans la cour de Matignon, il asséna un nouveau coup. « Monsieur Trump vient d'admettre avoir camouflé 15 000 milliards. C'est un début, mais loin de la vérité. Nos analyses démontrent l'existence de 52 000 milliards supplémentaires toujours dissimulés. Nous avons les preuves, nous avons les dossiers, nous avons tout. Et tant que l'Amérique ne publiera pas ses comptes réels, ligne par ligne, les marchés du monde entier ne lui accorderont plus la moindre confiance. » Cette contre-attaque française donna le dernier coup de massue à l'économie américaine. Le 20 octobre, face à une opinion publique furieuse d'avoir été trompée pendant si longtemps, le Congrès fut contraint de voter en urgence le Trust in Government Accounting Act, une loi qui forçait l'administration Trump à dévoiler intégralement ses engagements financiers fédéraux étatiques et parallèles sous peine de procédure de destitution, un séisme politique sans précédent. Acculé au pied du mur dans ce récit imaginaire, Trump se retrouvait forcé par la pression française à accepter une transparence totale. Il n'avait plus qu'une alternative, révéler l'intégralité des comptes du pays ou s'exposer au spectre de la destitution. Ainsi, le 1er novembre 2025, 3 semaines jour pour jour après les révélations tonitruantes de l'écornu, la Maison-Blanche finit par publier enfin des comptes financiers complets, sans retouche, sans maquillage. Le rapport, un dossier de 47 pages glaciales comme un acte d'autopsie, dressait un tableau encore plus catastrophique qu'anticipé, 71 000 milliards de dollars de dette totale, soit 263% du PIB américain dans ce récit. Les chiffres avancés par la France, déjà vertigineux, s'avéraient presque en dessous de la vérité fictive. Cette dernière exposition brutale et sans filtre pulvérisa ce qu'il restait de l'aura économique américaine. La réaction ne se fit pas attendre. Standard & Poor's rétrograda les États-Unis fictifs d'un AAA à un BB sec, une chute gigantesque en un seul mouvement, invoquant une manipulation comptable massive et un endettement ingérable. Moody's suivit en dégringolant de AA à BB+, et Fitch confirma la descente aux enfers avec une notation tout aussi désastreuse. En une journée, l'Amérique perdit son prestige financier comme on éteint une lumière. Pour la première fois depuis que l'économie mondiale existe, telle qu'on la connaît, les États-Unis perdaient d'un seul coup leur double couronne, celle de puissance financière de référence et celle du fameux AAA. Et pendant que l'Amérique dégringolait la France, elle voyait son prestige grimper en flèche. Les agences de notation saluaient désormais sa transparence exemplaire et son leadership moral en matière de comptes publics, inversant un rapport de force vieux de plusieurs décennies. Standard & Poor's, dans ce récit fictif, releva la note française d'un cran spectaculaire, propulsant le pays de A+ à AA. Moody's et Fitch imitèrent le mouvement. En l'espace d'un mois, la bascule était totale. La France passait de discipline surveillée à modèle incontesté, tandis que les États-Unis chutaient de l'Olympe financier du AAA jusqu'aux profondeurs d'un bébé symbolique. Un tel renversement n'avait jamais été observé dans toute l'histoire économique. Tout l'hiver 2025-2026 confirma ce bouleversement. Les révélations fictives de l'écornu avaient redessiné la carte du pouvoir mondial. Le dollar, autrefois indétrônable, voyait lentement son statut de monnaie de réserve internationale glisser au profit d'un panier constitué d'euros, de yens, de livres sterling et même d'or, une mutation que personne n'avait jamais imaginée. Partout sur la planète, les banques centrales se mirent à vider leurs coffres de dollars comme on se débarrasse d'une marchandise devenue trop risquée. Et soudain, l'Amérique comprit ce que signifiait réellement vivre sans son privilège historique, devoir régler ses dettes, au prix réel du marché, sans magie monétaire, sans planche à billets, pour amortir les chocs. Un retour brutal à la réalité. En décembre 2025, l'écornu devint la star économique de l'année. Le Financial Times le couronna personnalité économique.
Time Magazine le nomma homme de l'année et The Economist le proclama champion mondial de la transparence. Le Wall Street Journal alla même jusqu'à titrer « Celui qui a révélé la vérité économique du siècle ». Un renversement aussi spectaculaire que surréaliste. Désormais regardé comme un arbitre impartial de la transparence financière, le Premier ministre français devint le symbole mondial de l'intégrité face aux manipulations de Washington dans ce récit fictif. Et le 31 décembre 2025, face à 67 millions de Français rassemblés devant leurs écrans, il put prononcer un discours historique dressant le bilan d'une année qui avait bouleversé l'ordre économique mondial. Une conclusion digne d'un film politique. Françaises, Français, souvenez-vous, il y a 3 mois à peine, Donald Trump tournait notre pays en ridicule à propos de notre dette. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui se retrouvent rétrogradés au niveau bébé après l'exposition publique de leur 263% d'endettement réel. La France, elle retrouve une notation prestigieuse grâce à la transparence exemplaire de ses comptes. Notre vérité a fait tomber le voile des mensonges comptables de Wall Street et a libéré le monde entier de décennies d'illusions. Il termina son allocution par une phrase destinée à traverser les siècles. L'ère des manipulations financières américaines touche à sa fin. Nous entrons dans un monde nouveau, celui de la transparence globale. Et cette transparence, mes chers compatriotes, s'exprimera désormais en français. L'année 2026 s'ouvrit ainsi sur un paysage économique bouleversé. Les États-Unis n'étaient plus le phare incontesté de la finance mondiale, mais un pays endetté parmi d'autres, obligé par la communauté internationale d'affronter ces chiffres réels. La France, en revanche, retrouvait son statut de modèle rigueur, clarté, intégrité et un leadership moral que beaucoup pensaient perdu à jamais. Aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque dans ce récit fictif la chute de l'hégémonie du dollar et l'arrivée d'un système monétaire multipolaire, les historiens reviennent toujours à une scène précise. Le 10 octobre 2025, à exactement 16 heures dans la salle des fêtes de Matignon, un Premier ministre français de seulement 39 ans s'est élevé face à la planète entière. Et en prononçant quelques mots révélant 67 000 milliards de dollars de dette réelle, soit 247% du PIB américain, il avait déclenché l'un des tournants économiques les plus marquants du siècle. Ce jour-là, la vérité à la française dans cette fiction avait balayé 8 décennies d'opacité comptable américaine. 4 minutes. Il n'avait suffi que de 4 minutes pour foudroyer Wall Street, renverser l'arrogance trumpienne et exposer au monde les plus vastes mensonges financiers jamais révélés. 4 minutes pendant lesquelles Sébastien Lecornu entra dans la légende comme l'homme qui avait fait vaciller le mythe de la toute-puissance financière américaine. Et Trump, selon ce récit imaginaire, ne digéra jamais ces 4 minutes, ni l'humiliation, ni l'onde de choc planétaire qu'elles provoquèrent.